Moi, je m'appelle Célia, je suis interne au troisième semestre ici en MSC de réanimation et je vais présenter mon stage junior qui est sur la coagulopathie obstétricale aiguë. Et j'ai été engagée dans les déjà, je vais commencer par vous présenter un cas clinique qui a eu lieu dans le service. Donc, vous êtes appelé pour accueillir Madame S, 32 ans, qui est une future quatrième part, qui n'a pas d'antécédents particuliers, 3 accouchements voie basse à terme qui s'étaient bien passés, une grossesse actuelle qui était de développement normal jusqu'à maintenant avec simplement un diabète gestationnel sous régime seul. Et vous êtes appelé par la clinique dans laquelle elle est suivie, car elle s'est présentée pour un malaise qui a fait découvrir une mort fœtale in utero à 34 semaines. Sur le plan clinique, on vous dit qu'elle présente plutôt bien, elle est un peu pâle, un peu fatiguée, et elle présente une tachycardie sinusale isolée. Il y a un bilan qui a été réalisé, ce qui les inquiète fortement, qui retrouve un TP à 22% et un tuminogène en 2 années. Sur le plan obstétrical, l'échographie retrouve du coup un fœtus sans activité cardiaque, un oligoamnios, pas d'épanchement intra-abdominal, pas de métrorragie extériorisée. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous êtes inquiet quand vous recevez cet appel? Oui. Moi, je suis paniqué. Moi aussi, je suis inquiet. Le tachycarde, il y a un TP. Le février en 2 ans, et le TP bas. Ok. Donc on est quand même plutôt inquiet. Elle est tachycarde et elle a une tension qui pour l'instant est préservée, mais elle a quand même un tendance qui est supérieur à 1 et un bilan d'hémostase effectivement qui est assez inquiétant. Qu'est-ce que vous faites quand elle arrive et qu'est-ce que vous demandez de particulier? Un bilan. Un bilan classique et Un bilan d'hémostase, on fait une INFS. Je ferais éventuellement un TEG ou un ROTEM. Donc, quand elle arrive, effectivement, vous demandez un bilan biologique et un ROTEM qui est celui-ci. Qu'est-ce que vous en pensez de nouveau et qu'est-ce que vous évoquez? De l'eau, c'est suffit. C'est plat. Là. Et la fibre c'est nous. Okay, donc quand on regarde l'image en haut à gauche qui représente la part du fibrinogène, on a un caillot qui est plat, donc qui colle plutôt avec l'hémostase qu'on avait jusqu'à maintenant, qu'on nous avait adressé. On a introduit le thème de ce stage-là, qui est la coagulopathie obstétricale aiguë. Pourquoi j'ai décidé de faire un stage junior sur ce sujet? C'est quelque chose qui est relativement rare, mais qui peut s'inscrire dans une pathologie qui est plutôt fréquente, l'hémorragie postpartum, qui peut être la cause ou la conséquence de la coagulopathie, et qui reste une des principales complications à la maternité. La question qui ressortait, c'était pourquoi chez certaines patientes, selon les situations, on se retrouvait à faire un ratio de transfusion avec autant de fibrinogène par rapport à d'autres situations hémorragiques. Je vais suivre un plan plutôt classique. Je vais essayer d'expliquer ce que c'est que cette coagulopathie en parlant de physiopathologie. Ensuite, on va discuter de dans quelle situation on doit particulièrement l'évoquer et comment on peut la prendre en charge au mieux. Donc déjà, sans refaire toutes les voies de l'hémostase en détail, sur le plan physiologique, quand on est dans un état de base chez nous, il y a un équilibre parfait entre la coagulation, donc les facteurs procoagulants, les facteurs anticoagulants, et la fibrinolyse qui est activée quand la coagulation est activée de manière concomitante. Pendant la grossesse, cet état de base il est déjà modifié avec un état prothrombotique, puisqu'il y a une sécrétion accrue de facteurs procoagulants et également de facteurs antifibrinolytiques, ce qui fait qu'on est déjà dans un état hémostatique qui est modifié par rapport à l'état de base. Au niveau de la circulation placentaire, qui est du coup l'interface entre la circulation maternelle et fœtale, cet état prothrombotique, il est d'autant plus important puisque le placenta doit assurer une circulation efficace
pour permettre la circulation pour le fœtus, sans qu'il y ait d'hémorragie à cette interface et sans qu'il y ait de thrombose. Il y a donc des propriétés qui sont propres, notamment la sécrétion de facteurs tissulaires, qui sont des activateurs des voies de la coagulation, mais aussi du coup les inhibiteurs de ces voies de la coagulation, notamment l'inhibiteur du facteur tissulaire, le TFPI, d'autres facteurs anticoagulants comme la protéine C ou la protéine S. Il sécrète également des inhibiteurs de la fibrinolyse. On aboutit du coup à un état qui est prothrombotique relatif, localisé en plus au niveau du placenta. Donc, qu'est-ce que c'est que la coagulopathie obstétricale aiguë? C'est très rare et ça a été assez difficile de trouver une définition consensuelle. La plus ancienne référence qu'on retrouve, elle date du début du XXe siècle avec un obstétricien américain qui décrit le cas d'une patiente qui a un hématome rétroplacentaire qui prend en charge et qui présente une hémorragie cataclysmique. Et il se demande s'il n'y a pas une forme d'hémophilie acquise dans ces situations. Question auquel il n'a pas de réponse au moment où il est du coup, si je fais une synthèse un petit peu de ce que j'ai lu en faisant ce stage junior, il n'y a pas vraiment de définition consensuelle. Il y a beaucoup d'études, notamment depuis le début du XXe siècle, qui décrivent la coagulopathie obstétricale comme une forme de CIVD propre, comme une des situations dans lesquelles on peut la retrouver avec une activation de la coagulation et toutes les conséquences qui en découlent. Et plus récemment, on retrouve d'autres études qui décrivent plutôt la coagulopathie obstétricale comme une coagulopathie, une entité à part entière, un petit peu comme dans la coagulopathie aiguë traumatique, avec un mécanisme qui serait différent de la CIVD. On peut du coup imaginer qu'on se retrouve avec une entité qui se situe entre des troubles de la coagulation asymptomatiques, puisqu'on peut avoir des patients qui ont des coagulopathies obstétricales sans avoir d'hémorragie, et la forme la plus grave qui serait la CIVD avec l'évolution. Si je reprends un petit peu les différentes définitions, si on regarde celle de la CIVD, donc c'est un syndrome d'activation de la coagulation avec une consommation des facteurs, une définition qui est biologique initialement. Ça, c'est ce qui est résumé dans la SPAR avec des paramètres biologiques avec les plaquettes, le TP, le fibrinogène, les facteurs de dégradation du coup de la fibrine, les dédimères, et plus ou moins une expression clinique qui est plutôt sur un versant soit hémorragique, soit thrombotique. Ces définitions, elles sont difficiles à appliquer chez la femme enceinte, puisqu'on a déjà, on a vu juste avant, un état hémostatique qui est modifié, des plaquettes qui sont généralement inférieures avec de la dilution, un fibrinogène qui est plutôt augmenté, donc on peut les seuils de la CIVD chez la femme enceinte, des dédimères qui peuvent également être élevés. Il y a plusieurs études qui essayent d'adapter ces seuils à la femme enceinte. Il n'y en a aucune qui fait consensus, et dans les différentes études qui utilisent les définitions de la CIVD, ils prennent un petit peu chacun les seuils qui définissent eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe du coup sur un point de vue physiopathologique? Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a effectivement une activation de la coagulation, donc dont on n'arrive pas à définir exactement les mécanismes, mais le principal suspect semble le facteur tissulaire, dans un état qu'on a vu pro-inflammatoire et pro-coagulant sur la femme enceinte. Ça aboutit à une consommation du coup des facteurs de la coagulation et des plaquettes, et également par déplétion s'il y a une hémorragie. Parallèlement, il y a une activation accrue de la fibrinolyse qui est activée de manière concomitante avec la coagulation et tous les facteurs de la réanimation qui peuvent aggraver cette coagulopathie. Si on reprend les premières hypothèses des études, c'était que la coagulopathie obstétricale était une forme de CIVD avec l'activation de la coagulation via le facteur tissulaire qui serait sécrété de manière accrue par le placenta et dans le liquide amniotique et qui activerait de manière incontrôlée la coagulation. Ces théories elles sont soutenues par des études animales dans lesquelles on retrouve des injections de liquide amniotique chez des souris par exemple qui reproduisent l'état de CIVD et plus ou moins le TC. Également des modèles moléculaires dans lesquels on a dosé l'activité et la présence du facteur tissulaire dans le liquide amniotique et dans le placenta des femmes enceintes. Il y a également des études sur cadavres sur lesquelles ils observent les taux de facteurs tissulaires et de contexte d'activation de la coagulation chez des patients qui étaient décédés, qui avaient eu
un hématome rétroplacentaire ou des situations qu'on identifie comme à risque de coagulopathie. Les hypothèses plus récentes, elles sont plutôt axées sur une activation accrue de la fibrinolyse et donc une sécrétion de plasmine plutôt que de thrombine et une activation de la protéine C, pour lesquelles on n'a pas encore trouvé quel serait l'élément déclencheur de cette coagulopathie. Par exemple, dans cette étude qui date de 2022, dans laquelle les auteurs ont recruté 500 patientes qui présentaient une HPP au moment 1000 cc. Parmi ces patientes, ils ont exploré de manière approfondie la coagulation des patientes les plus sévères, donc qui avaient une HPP supérieure à 2000. Dans cette population, ils distinguent par leur bilan deux sous-populations. Une qu'ils considèrent comme n'ayant pas de coagulopathie, chez qui ils observent, comme sur le graphique, une baisse linéaire de tous les facteurs, donc qui collerait avec une consommation et une dilution, et une toute petite sous-population qui représente seulement 12 patientes, chez qui, dans leur dosage, ils observent qu'il y a une élévation très forte par rapport au reste de la population de complexes plasmine-antiplasmine qu'ils identifient comme être un des marqueurs de sécrétion récente de plasmine. Ces patientes, pour la plupart, ce sont des patients qui se trouvent dans des situations d'urgence obstétricale, dont on va discuter juste après. Et ils comparent du coup la population de 150 patientes qui ne considèrent comme n'ayant pas de coagulopathie et les 12 autres patientes. Entre ces deux populations, du coup, ils retrouvent qu'il y a une différence significative de fibrinogène, donc avec un fibrinogène qui est bien inférieur chez les patientes avec une coagulopathie, mais également une différence avec le fibrinogène fonctionnel, en dosant le ratio entre le fibrinogène fonctionnel et l'antigène du fibrinogène. Les autres différences qu'ils retrouvent, je n'ai pas mis tous les résultats, mais c'est une différence au niveau sur le facteur 5 et sur le facteur 8, alors que tous les autres facteurs de la coagulation sont diminués de manière linéaire, mais sans différence significative entre les deux populations. Et il y a également une différence dans la protéine C activée. Donc, ce qui conclut de cette étude, c'est que déjà, la coagulopathie, c'est quelque chose de rare, que la plupart des patients n'ont pas de modification de leur bilan d'hémostase en dessous de 2 litres, 2,5 litres de saignement, et que chez les patientes qui sont suspectes d'avoir une coagulopathie, effectivement, il y a une consommation, mais qui est spécifique sur certains facteurs, qui pourrait être le témoin d'un autre mécanisme que celui de la consommation, et une hypofibrinogénémie avec une dysfibrinogénémie, pour lequel ils évoquent comme hypothèse scientifique que la dysfibrinogénémie elle pourrait être due au produit de dégradation de la fibrine qui empêcherait la formation efficace du caillot de fibrine. On va maintenant discuter des situations dans lesquelles il faut évoquer cette coagulopathie obstétricale. Donc, si on revient sur notre cas clinique, effectivement, vous recevez la patiente, son état clinique, il est comme on vous l'a décrit, le bilan que vous recevez, il est le même que celui qu'on vous a fourni avant son arrivée, et le bilan obstétrical est inchangé pour le moment. Quelle situation vous devez évoquer devant ce bilan et cette présentation clinique? Effectivement, quand les obstétriciens refont l'échographie de votre patiente, cette patiente elle a un volumineux hématome rétroplacentaire. Ce n'est pas la seule situation dans laquelle on va évoquer cette coagulopathie. Il y en a plusieurs. Les principales sont l'embolie amniotique, l'hématome rétroplacentaire, la mort fœtale in utero avec rétention intra-utérine. Il y en a d'autres que je ne vais pas détailler. Ça peut être la conséquence d'une hémorragie postpartum massive et prise en charge tardivement, et d'autres mécanismes plus rares. Si on refait le point rapidement sur les principales situations cliniques, l'hématome rétroplacentaire, c'est une hémorragie maternelle qui est située entre le placenta et l'utérus. C'est un diagnostic obstétrical, c'est une urgence obstétricale. Ces patientes, elles peuvent présenter une coagulopathie aiguë précoce avec probablement les mécanismes physiopathologiques qui seraient impliqués, sont ceux qu'on a discuté juste avant, avec une part d'activation de la coagulation par le facteur tissulaire qui est sécrété de manière importante dans le placenta, une consommation des facteurs
par l'activation de la coagulation et par l'hémorragie qui peut être non extériorisée initialement, et une activation endothéliale au niveau du placenta et de l'utérus qui peut aggraver encore plus l'expression et la sécrétion de facteurs tissulaires. L'embolie amniotique, c'est une autre situation dans laquelle il faut évoquer la coagulopathie obstétricale. C'est quelque chose qui est rare, mais une situation qui est grave. Ça correspond au passage de liquide amniotique dans la circulation maternelle. Le diagnostic il est souvent fait a posteriori et les critères diagnostiques ne sont pas franchement clairs. Mais dans les différentes définitions qu'on peut lire, en plus de l'atteinte respiratoire, neurologique et hémodynamique, il y a la coagulopathie aiguë très précoce qui en fait partie. Et également, cette coagulopathie, elle se mesure au mécanisme qu'on a discuté juste avant, c'est-à-dire la libération du facteur tissulaire qui activerait la coagulation, une activation endothéliale et en plus une réaction inflammatoire des produits amniotiques qui sont libérés dans la circulation maternelle. L'hémorragie du postpartum, qui du coup peut être la cause ou la conséquence de cette coagulopathie obstétricale. La définition pour le coup elle est plus consensuelle, c'est un saignement qui est supérieur à 500 ml dans les premières 24 heures. Ce qui est assez bien démontré, c'est que dès les premiers stades de l'hémorragie du postpartum, il y a une baisse du fibrinogène et les autres modifications du bilan d'hémostase, elles apparaissent beaucoup plus tardivement au cours de la prise en charge pour des saignements qui sont beaucoup plus importants. Comment on prend en charge cette coagulopathie obstétricale? Donc, je vous remets dans la situation qu'on a décrite juste avant. Quel traitement vous mettriez en place pour cette patiente? Comment vous la prendrez en charge? Est-ce que vous feriez une césarienne en accouchement de voie basse? Est-ce que vous la transfuseriez de quelque chose? Est-ce que De belles voies veineuses. Donc, ce qui avait été décidé conjointement avec l'équipe d'obstétrique, c'était de tenter un accouchement voie basse devant la situation, en sachant que la césarienne était encore plus à risque de saignement. Au vu des troubles de l'hémostase, l'anesthésie périmédulaire elle était contre-indiquée, donc c'est une patiente qui avait une PCA réniformée. On avait déjà commencé à initier une transfusion chez cette patiente avant de démarrer l'accouchement voie basse avec 2 kg de PFC, 3 grammes de fibrinogène et ce qu'on a dit, du remplissage de voies veineuses à canalette et tout ça. Et la transfusion elle était guidée du coup sur les bilans biologiques et sur l'eurothème. Si on avance dans le temps, au final, cette patiente elle aura eu 4 kg de PFC et 12 grammes de fibrinogène. Donc, ce qui rejoint la question initiale de pourquoi chez ces patientes on transfuse autant de fibrinogène par rapport à la prise en charge d'une autre situation hémorragique. Alors, pour la prise en charge de cette coagulopathie, déjà, il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est est-ce qu'on est dans une situation où il y a un saignement actif, massif et il faut d'emblée démarrer une transfusion? Comment la patiente elle tolère les premiers résultats qu'on a? Et est-ce qu'on initie une transfusion massive avec une transfusion avec des packs ou avec des ratios en 1 pour 1, en sachant que si on est dans cette situation, il faut quand même garder en tête que c'est probablement des patientes chez qui on devrait passer beaucoup plus de fibrinogène que ce qu'on passerait en faisant des transfusions massives par pack. Quand on est dans des situations où, comme notre patiente, où elle n'a pas encore, où elle n'aura pas de saignement actif cataclysmique, on peut se permettre de guider notre transfusion sur les bilans avec des objectifs qui sont globalement ceux d'un choc hémorragique, sauf pour le fibrinogène avec un objectif qui est un petit peu plus élevé. Parallèlement à la prise en charge obstétricale sur laquelle je ne reviens pas, mais qui se fait de l'autre côté du champ en général. Ce qui est bien démontré, encore une fois, dans les études, c'est le rôle du fibrinogène dans la prise en charge, notamment avec cette étude qui est un peu l'étude princeps de l'utilisation du fibrinogène dans l'hémorragie du postpartum, qui recrutait 128 patientes qui avaient une hémorragie du postpartum, divisée en 2 populations, une sévère et une non sévère,
et il leur faisait différentes biologiques au cours de la prise en charge. Ce qui ressortait comme résultat de ces études, c'était que le fibrinogène était le seul marqueur qui était indépendamment associé et significativement associé à une évolution défavorable de l'HPP vers une HPP sévère, et un fibrinogène très bas, c'est-à-dire inférieur à 2 grammes par litre, avait une valeur prédictive positive de 100% d'évolution vers une hémorragie sévère. Donc, ce qui est bien en ayant le fibrinogène, c'est que c'est un marqueur qu'on peut doser assez facilement, qu'on peut supplémenter. Et le problème auquel on est confronté, c'est que quand on demande une hémostase standard, on met quand même relativement longtemps à avoir les résultats chez des patients qui peuvent en fait saigner très rapidement. C'est là qu'on peut utiliser de manière optimale l'hémostase délocalisée avec les appareils du coup, de visco-élastographie ou élastographie. Il y en a 3, le TEC, le ROTEM et le Contra. Ici, actuellement, on utilise le ROTEM. C'est des appareils qui nous permettent d'avoir un résultat rapide qu'on peut reproduire tout au long de la prise en charge normalement assez bien. Ils ont une bonne corrélation, surtout avec le fibrinogène, c'est ce qui ressort le plus des études qui ont été faites. Et quand ils sont associés à un algorithme, ils permettent de diminuer la transfusion de produits sanguins chez les patientes sans conséquence sur l'évolution de l'hémorragie et les complications pour la patiente. Les points négatifs de ces appareils, c'est que c'est un certain coût, un certain entretien, parfois ça ne marche pas. Et c'est pas très bien corrélé à la fibrinolyse, alors que depuis les débuts, on est quand même en train de dire que ce qui est prédominant chez ces patients, c'est l'hyperfibrinolyse. Et ils ont une valeur prédictive négative qui est supérieure à leur valeur prédictive positive, c'est-à-dire qu'ils nous incitent plus à ne pas transfuser des BFC, des plaquettes ou du fibri que à le transfuser, sauf dans les cas extrêmes, comme on a vu ici dans le cas clinique. Globalement, assez rapidement, pour le TEG et le ROTEM, comment on utilise l'hémostase délocalisée. On a une image assez visuelle qui apparaît, qui montre le caillot, sur lequel on peut analyser la cinétique de formation du caillot avec le temps de formation, l'implication des différents facteurs, donc l'implication du fibrinogène dans la formation et dans la fermeté du caillot, l'implication des plaquettes, l'amplitude maximale du caillot et sa stabilité avec la fibrinolyse. Notamment, ce qu'on utilise beaucoup, c'est le FibTEM, donc la part du fibrinogène dans la formation du caillot. Et on l'a à différents temps, donc à 5 minutes, à 10 minutes, à 15 minutes. Et on se fie aux premiers résultats qu'on a et ça nous permet de déclencher une transfusion de fibrinogène ou de PFC ou autre selon les résultats. Voilà, donc ça c'était une des études qui a été faite en 2014 sur la corrélation entre les résultats du ROTEM, donc le FibTEM à 5 minutes, et le fibrinogène en dosage en hémostase classique. Il y avait 347 patientes. On peut voir que les courbes ROC elles sont relativement superposables. Et donc le fibrinogène et le FibTEM avec un FibTEM un seuil qui était pris à 10 mm, ils étaient prédicteurs d'une transfusion plus ou moins massive. Il y avait 4 culots, 8 culots, des procédures invasives d'hémostase et des HPP qui étaient massives avec plus de 2,5. Ce qu'on peut conclure du coup sur la coagulopathie biopsicale, qu'est-ce que c'est? C'est une coagulopathie qui est multifactorielle, qui est rare, mais dont les mécanismes prédominants semblent être l'hyperfibrinolyse et la dysfibrinogénémie. Quand est-ce qu'il faut y penser, même s'il n'y a pas forcément de saignement actif d'emblée, dans certaines situations qui sont des urgences obstétricales comme l'embolie amniotique, les pathologies placentaires, l'hémato-rétroplacentaire, il y a aussi les anomalies d'insertion placentaire, les morts fétales in utero avec les rétentions intra-utérines. Et comment est-ce qu'on la prend en charge? On en revient à la prise en charge du choc hémorragique, mais en gardant toujours en tête que si on ne peut pas guider notre traitement sur les taux de fibrinogène de manière rapide, c'est probablement des patients chez qui il faudra transfuser plus de fibrinogène que ce qu'on aurait fait de manière classique. Et surtout, traiter la cause de la coagulopathie qui permettra de juguler du coup le saignement s'il y a et d'éviter l'aggravation encore de cette coagulopathie. Ça c'est la
l'algorithme. Bah oui, parce que qu'on tu disais utilise. ça à la fin et j'avais. Alors vas-y, pose la Et question. donc ça, c'est l'algorithme, donc il vient du MAPAR, mais c'est l'algorithme qu'on utilise à la maternité actuellement avec le ROTEM pour guider les transfusions de PFC ou de fibrinogènes quand on fait